Bonjour et bienvenue pour Retour sur l'actu, l'émission proposée par la Dépêche de Tahiti, à retrouver bien sûr sur le site de la Dépêche, également sur la page YouTube. À mes côtés, c'est Damien Grivois, le rédacteur en chef de la Dépêche. Bonjour Damien. Salut Yann. On va parler de sport aujourd'hui, de sport en général et de Jeux Olympiques en particulier avec notre invité. Au parcours rempli de différentes fonctions avec beaucoup de voyages dans les années 90 et 2000, professeur de sport puis maître de conférences. Il a aussi été délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était pour le ministère de l'Éducation entre 2018 et 2022 avant d'être nommé vice-recteur en Polynésie. Grand voyageur, on en parlera puisque sa carrière l'a amené à passer par l'île de la Réunion, mais aussi dans le désordre l'Australie, le Canada, le Venezuela, la Finlande, le Danemark, la Suisse ou encore le Liban. Un parcours également émaillé de plusieurs décorations, commandeur des Palmes académiques en 2013, officier des arts et lettres en 2014, chevalier de la Légion d'honneur en 2015. Notre invité a donc été nommé vice-recteur en Polynésie en 2022, c'est Thierry Terret. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour. On va donc parler de ces Jeux Olympiques avec vous et l'émission Retour sur l'actu commence toujours par une question sur l'actualité un peu chaude. Ce week-end, le week-end dernier, des manifestations à la presqu'île contre cette nouvelle tour des juges qui va devoir être construite pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. À Paris, on a parlé notamment des bouquinistes qui allaient peut-être devoir être évacués alors qu'ils ont des emplacements historiques. Est-ce que ce genre de polémique, ce genre de conflit fait partie des JO? Est-ce qu'il y en a toujours? Alors à Paris, il y a les bouquinistes, il y a aussi les jardins ouvriers. Ici, à Tiupo, on a la tour des juges. C'est quelque chose d'assez classique que de voir ce croisement entre des enjeux locaux, des enjeux régionaux, des enjeux nationaux et des enjeux internationaux. Face à un événement qui est par nature international, qui est mondial, et cela depuis ses débuts, 1896, les premiers jeux rénovés, on a cette tension parce que les regards ne sont pas les mêmes quand on est quelqu'un qui vit sur place et quand on est quelqu'un qui est à l'organisation au niveau national et quand on est aussi quelqu'un qui est à l'international au sein des structures, des grandes fédérations internationales comme le CIO, comme les fédérations sportives internationales, on n'a pas le même regard et forcément, à certains moments, on fait valoir des choses qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Alors à Tiupo, on a un exemple assez immédiat, classique, mais qui est finalement très banal. C'est assez banal. Alors, les surfeurs mettent en avant le fait que c'est pas si banal que ça, parce que si on construit, ils ont peur que les fonds marins changent, détruisent, voire peut-être même cette vague. Oui, alors le regard des personnes qui vivent à Tiupo, qui vivent et qui en vivent, c'est leur loisir, c'est leur profession, sont très attentifs à la à la modification éventuelle du lagon, du fond lagunaire plus exactement, lié à la construction d'une nouvelle tour. C'est normal, c'est en cela que c'est banal. C'est ce regard du local sur un événement qui s'impose à eux avec de nouvelles règles, de nouvelles consignes, de nouvelles normes. Parce que accueillir les Jeux Olympiques, ça ne se fait pas dans les mêmes conditions qu'un banal championnat local. Et donc cette vigilance, elle entre en contradiction avec ces normes, d'où la manifestation de ce week-end. Mais je n'ai aucun doute sur la quête de consensus et la capacité des uns et des autres à trouver une solution. Les manifestants demandent à ce qu'on en reste à la tour en bois qui a été utilisée pour les précédentes compétitions. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est vraiment sous-dimensionné par rapport aux épreuves olympiques attendues à Teopo? Au regard des normes utilisées par le Comité international olympique, qui sont en fait les normes que la Fédération internationale amène au CIO, il n'est pas possible d'utiliser la tour précédente. Il y a nécessairement une modification à apporter. Après, sur les éléments plus techniques, le fond, l'enracinement sur le sol, il m'est difficile de me prononcer. Mais les normes ne sont pas les mêmes entre une Coupe du Monde, par exemple, et une compétition olympique. Parce que ce qui a interpellé aussi, c'est le coût de cette tour en aluminium, qui est un demi-milliard de francs, qui paraît complètement fou, qui est peut-être en partie lié au coût des études, justement, à mener sur l'impact environnemental. Alors, c'est à la fois lié aux études, c'est également lié aux difficultés d'ancrer une tour finalement au fond de l'eau. Ça suppose une expertise technique, une expertise humaine. On n'est pas sur Terre, donc forcément ça a un coût. Il faut rapporter cela au coût général des Jeux Olympiques. On parle ici de quelques 8 à 9 milliards d'euros
Bon, il faut relativiser aussi. C'est vrai que ça paraît beaucoup par rapport à une compétition classique de surf, mais il faut mettre en regard cette dépense par rapport au rayonnement de la Polynésie. Imaginez quand même 1 milliard, 2 milliards de téléspectateurs qui vont assister aux épreuves d'Itiopo. Quelles sont les retombées socio-économiques que cette séquence média pourrait apporter à la Polynésie? Ça se chiffre aussi en centaines de millions de francs pacifiques, peut-être en milliards de francs pacifiques. Alors justement, c'est l'occasion de manière un peu plus générale, alors sans faire un exposé complet, mais qu'est-ce que rapporte l'organisation de Jeux Olympiques? On a l'impression et on voit que les pays, des grandes villes se battent pour organiser ces JO. Et beaucoup, alors est-ce qu'ils sont déçus, pas déçus? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va gagner de la promotion touristique? Est-ce qu'on va gagner des investissements structurants? Quel est l'intérêt de recevoir les JO? Votre question, elle est fondamentale. Elle porte sur ce qu'on appelle l'héritage. C'est le concept qui est utilisé depuis maintenant un quart de siècle, 22-23 ans, par le CIO. La question de l'héritage est au cœur des dossiers de candidature que les villes qui souhaitent organiser les Jeux intègrent nécessairement dans leur réflexion. Et cet héritage, il peut être multiple, il peut avoir différentes dimensions. Il est évidemment économique et touristique, il peut être industriel aussi, quand cela draine des capacités supplémentaires pour innover dans la recherche liée au sport, mais on peut être un peu au-delà. Il y a un héritage qui est d'ordre plus socio-culturel, notamment pour ces Jeux d'été de Paris, cette capacité des Jeux à dynamiser la pratique sportive à l'échelle du pays. On espère 2 millions de pratiquants en plus, avec tous les effets en termes de santé, par exemple, santé de la population que cela pourrait entraîner. Donc ces enjeux sont multiples. Évidemment, on doit peser le pour et le contre. Le coût financier, qui est extrêmement important, face aux bénéfices supposés à tous ces niveaux. Et dans cette analyse du coût et des risques ou des dépenses, certains font pencher la balance d'un côté et d'autres de l'autre. Et ça explique qu'il y ait finalement aujourd'hui assez peu, en définitive, de villes qui souhaitent à nouveau organiser les Jeux, notamment les Jeux d'hiver, mais même pour les Jeux d'été. Regardez, on est à entre 2 et 6 candidatures, c'est finalement très peu. Est-ce que c'est une démarche qui est inspirée en partie des erreurs du passé, puisqu'on sait qu'il y a eu des fois des infrastructures qui ont été construites très coûteuses, qui n'ont servi à rien ensuite, souvent par rapport aux Jeux d'hiver? Est-ce que c'est ça qui explique la frilosité de certaines villes? Tout à fait, parce que dans l'héritage, il y a tout le volet matériel. L'héritage, c'est évidemment ce qu'on va laisser en termes d'infrastructures. Infrastructures sportives, mais pas seulement. C'est aussi des routes qui sont construites, ce sont des ponts, ce sont des tours. Des connexions haut débit, la presqu'île va pouvoir bénéficier absolument, de ça. Donc c'est tout ça, cet héritage matériel. Et force est de constater que depuis que les Jeux ont été ressuscités à la fin du 19e siècle, l'immense majorité de ces événements sont déficitaires du point de vue strictement financier et matériel. Il y a d'autres enjeux qui viennent contrebalancer ce déséquilibre, notamment en termes de rayonnement, d'attractivité, de visibilité. Mais du point de vue financier, à une ou deux exceptions près, et c'est très récent, les Jeux sont déficitaires. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Dans le cas des Jeux d'été de Paris 2024, l'hypothèse était celle d'un équilibre financier parce que la plupart des installations sportives existaient déjà. Elles existaient à 95%. Et donc, on s'était dit que les 5% de construction nécessaires, plus la modernisation ou l'adaptation des équipements préexistants, faisait qu'on aurait dû atteindre l'équilibre. On n'avait pas anticipé les crises politiques, économiques et sanitaires qui ont émaillé les dernières années et qui ont entraîné une hausse de 10 à 20, voire 30% du coût des matériels et des travaux. Mais on reste dans un périmètre économique qui est bien inférieur à ce qu'on a pu observer dans les Olympiades précédentes. Est-ce que le fait d'organiser à Tahiti une compétition de surf à 16 000 km de l'Hexagone, c'est totalement inédit en termes d'organisation des Jeux Olympiques, qui est comme ça une épreuve qui soit de l'autre côté de la Terre? Oui, à cette échelle, c'est la première fois.
Et je ne pense pas qu'il y aura d'autres Oui, ça va être compliqué de faire plus loin. voilà, d'autres cas de figure. Après, on se rend compte que lorsque le CIO, le Comité international olympique, accorde à une ville le droit d'organiser les Jeux, ce n'est jamais en fait la seule ville qui l'organise. Dans les Jeux de Paris, vous savez, la ville de Paris, intramuros, organise à peine la moitié des épreuves. Le reste est disséminé dans toute l'Île-de-France, voire même, si on regarde le tournoi olympique de football, dans tout un tas d'autres villes, Marseille, Nice, Lille, vont accueillir une partie des Jeux. Et la Polynésie avec Tiopo également. Ce n'est pas propre aux Jeux de Paris, c'est régulièrement le cas, parce qu'une seule ville ne dispose évidemment pas de l'ensemble des infrastructures nécessaires à l'accueil de 15 000 athlètes pour les Jeux. Est-ce qu'il y a déjà eu des jeux partagés entre deux villes, par exemple? Par exemple, entre États-Unis et Canada, qui auraient pu être proches ou Alors, il n'y a pas eu, pour les Jeux d'été, de pays qui ait partagé un même dossier olympique. Il y a eu des essais, notamment pour les Jeux d'hiver. On pense à cet essai s'appuyant sur l'arc alpin entre Turin, Lyon, Grenoble. l'Italie, la Voilà, France. Italie, France, Suisse, ça n'a pas fonctionné. Mais on sait que c'est une hypothèse qui existe. Le CIO ne la considère pas forcément comme quelque chose d'impossible. Les Jeux internationaux de la jeunesse, par exemple, ont pu s'appuyer sur des initiatives à la fois suisses et françaises. Donc voilà, on considère ces Jeux de la jeunesse comme un laboratoire pour les Jeux olympiques. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Vous parliez tout à l'heure parmi les aspects positifs d'accueillir des jeux, l'intérêt que peuvent susciter certaines disciplines, la pratique sportive qui influe sur la santé d'une population. Est-ce qu'on sait si après une édition des JO tous les 4 ans, donc l'année suivante, il y a plus d'inscrits dans les clubs? Oui, alors cela a été mesuré et il y a effectivement un effet JO, comme il y a un effet Coupe du Monde, Pour les fédérations. sur la pratique fédérale. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cet effet JO est très limité dans le temps. Il s'inscrit sur un temps court, de l'ordre de 1 à 2 saisons. Et ensuite, on retrouve quasiment les chiffres des années antérieures aux Jeux Olympiques. Par ailleurs, cela dépend beaucoup des résultats de la délégation de la nation qui organise les Jeux. Quand ça fonctionne bien, eh bien on est sur un cercle vertueux, plus de champions, plus de visibilité, plus de médiatisation, plus de pratiquants derrière. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, eh bien on n'observe pas du tout cela. Et il faut des conditions pour que cette dynamique se poursuive au-delà de 1 ou 2 saisons. Ces conditions, elles sont structurelles, elles sont économiques, elles se mesurent aussi en termes de ressources humaines mises à disposition du mouvement sportif. Et ce n'est pas toujours évident. Certains pays y sont parvenus mieux que d'autres. La France avait dès 2017, commencé à construire cet héritage-là en mettant quelques moyens. On pourra en mesurer les effets réels Dans 2-3 en ans. fait à partir de 2026. Et on a mis en place des tableaux, des indicateurs qui vont jusqu'en 2030 au niveau de l'État pour effectivement mesurer les effets à moyen terme des Jeux de Paris. Il y a des disciplines où on a longtemps séparé sport professionnel et sport amateur. Les JO étaient censés être des sports amateurs. On sait que c'est plus du tout le cas. Et puis on a vu par exemple des joueurs NBA professionnels finalement 92 à Barcelone pouvoir accéder à ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire que c'est une compétition amateur? Non, on ne peut plus le dire. Le virage a été pris avec Antonio Samaranch qui a décidé d'abandonner ce qui faisait l'essence même de l'idéologie coubertinienne lors de la remise en place des Jeux modernes à la fin du 19e siècle et sur toute la première partie du 20e siècle, à savoir l'amateurisme. Antonio Samaranch a considéré que le modèle économique sur lequel reposaient les Jeux olympiques n'était plus viable et il a donc permis à des professionnels, des sportifs professionnels dans quelques disciplines, puis de fait, dans la plupart des disciplines, d'être présents aux Jeux. Et on sait que dans une même compétition, des professionnels face à des amateurs, on est sur un système inégal. Et donc très très vite, en l'espace de trois Olympiades, le professionnalisme est devenu la règle. C'était il y a 25-30 ans à peu près, ça m'arrange?
c'était dans les années 80, Oui, ok, et on en a vu les résultats, en effet, au début des années 90. d'accord. Il y a une autre polémique qui vient quasiment à chaque édition, toute compétition sportive confondue, c'est les sponsors. Quand on parle de sport, on imagine la santé et on voit, on peut les citer très clairement, Coca-Cola, partenaire des JO par exemple. On imagine que c'est beaucoup d'argent pour entrer comme partenaire principal des Jeux Olympiques. Est-ce que le comité olympique ne gagnerait pas à établir des règles franches sur les sponsors qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas? Alors, le modèle économique, encore une fois, a été révolutionné il y a un quart de siècle à peu près, avec cette idée que les Jeux vivront sur la base d'un nombre limité de quelques très grosses entreprises mondiales. Vous en avez cité quelques-unes. Ces sponsors premium garantissent la viabilité économique du système et permettent au CIO non seulement de vivre, mais aussi de reverser une partie de cet argent au comité d'organisation qui, tous les 4 ans, est en charge des Jeux Olympiques. Mais chacun de ces organisateurs peut à son tour s'appuyer sur des sponsors qui sont locaux, nationaux, régionaux ou nationaux, dans la mesure où ils ne rentrent pas en concurrence avec ce socle de sponsors du CIO. Par exemple, tel grand groupe de véhicules est un partenaire premium du comité international olympique, privant de fait le comité d'organisation de Paris 2024 de toute possibilité de s'appuyer sur un sponsor, Renault, Peugeot ou autre, national. Donc on est sur quelque chose qui est finalement assez clair. C'est une des conditions de survie actuellement sur le plan économique du système olympique. D'accord. On ne peut pas y couper, quoi. Alors, on n'a pas vraiment le choix, où cela reviendrait à abandonner une grande partie des formes que prennent aujourd'hui les Jeux Olympiques, à savoir ce gigantisme et le fait qu'on soit capable maintenant de présenter l'équivalent d'une quinzaine de championnats du monde sur 15 jours à quelque chose comme 4 milliards de téléspectateurs. On est sûr on est sûr de ces chiffres. On a l'impression que c'est un peu en perte de vitesse, qu'on voit des disciplines une fois tous les 4 ans et qu'après on les oublie. Que les coupes du monde, on le voit avec le rugby, on le voit avec la Coupe du monde de foot, sont des événements qui, en tout cas, discipline par discipline, sont parfois beaucoup plus importantes en termes de qualité de notoriété que ces JO, où par exemple le foot est relayé avec des équipes espoirs. Comment on peut regagner en notoriété, refaire de ces JO l'épreuve ultime, j'ai envie de dire? Actuellement, les 2 plus grands événements médiatisés au monde sont la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques d'été. Il n'y a aucun événement qui arrive à la mesure de ce que drainent en termes de téléspectateurs et d'argent, ce que drainent ces deux événements qui reviennent tous les 4 ans. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'analyse des téléspectateurs, nation par nation, continent par continent, montre en effet un effritement dans les tranches d'âge les plus jeunes. Ce qui met en péril le modèle, puisque si on n'est pas intéressé par les jeux à 15 ans ou 20 ans, on ne le sera pas à 40. Ça n'est pas au profit d'une consommation différente? Peut-être sur d'autres supports ou... Alors, non, parce que les autres supports sur les réseaux sociaux ou autres ramènent aussi des financements. Ouais. Non, mais c'est complètement comptabilisé, donc on le sait. Et cette désaffection progressive de la jeunesse a d'ailleurs amené en réaction le Comité international olympique à trouver d'autres solutions. Alors ça a été ce fameux laboratoire d'idées que sont les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça passe aussi par l'intégration au programme olympique de sports additionnels. De nouvelles disciplines. Hein. Voilà, qui sont choisis précisément pour leur capacité à attirer les populations les plus jeunes. Alors, ce sont des sports urbains. Le BMX, des choses comme ça. Le BMX, mais les sports additionnels pour Paris 2024, c'est le surf, c'est l'escalade, c'est le breaking, danse de rue, voilà, dont le choix a surpris quand même tout le monde. Oui. Donc, et le skateboard. Ce sont donc des pratiques jeunes qui plaisent à une population dont
voilà, le nouvel intérêt pour les Jeux Olympiques à travers ces disciplines pourrait offrir quelques promesses de survie du modèle olympique. Comment ça s'organise d'ailleurs tout ça? C'est en dehors du fait de vouloir attirer les jeunes, ces épreuves qui rentrent, qui sortent. Je sais qu'ici on aimerait bien avoir le VA au JO par exemple. Est-ce que il faut un nombre de fédérations existantes dans plusieurs pays, un nombre de pratiquants? On imagine qu'il n'y a pas beaucoup de biathlètes par exemple quand on voit les JO d'hiver ou de tireurs à l'arc. Comment est-ce qu'on choisit ces disciplines? Comment est-ce qu'on les fait rentrer, sortir? Dans l'idée initiale de Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques devaient permettre l'intégration de tous les sports. De fait, ce n'est pas possible pour des questions évidentes de logistique, de sécurité, de financement. Progressivement, des critères ont été arrêtés par le CIO pour restreindre le nombre de compétiteurs. Donc aujourd'hui, on le sait, Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 15 000, on n'a pas le droit de les dépasser. Et pour qu'un sport puisse être intégré dans la grande fête olympique, un certain nombre de critères sont présentés par le CIO. Il y en a 33. Donc c'est lourd. Ça suppose à la fois d'être présent sur plusieurs continents, que les questions de mixité soient respectées, qu'il y ait une fédération internationale qui porte le dossier. Bref, tous ces critères sont tous présents pour les sports actuellement présents. Il y a des sports qui ont été sortis. Et certains ne répondent plus aux critères, notamment des critères d'éthique, lorsque des questions de corruption ont été mises en évidence. Je pense aux discussions autour de l'haltérophilie, aux discussions autour de la boxe parfois, lorsque des fédérations internationales ont été prises à des pratiques discutables. Donc tout ça n'est pas figé, mais on a une liste de sports, à l'intérieur de chacun de ces sports, une liste d'épreuves, de façon à respecter, et ce sera le cas à Paris, la parité, autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes, ce sera la première fois. Mais le CIO avait une stratégie depuis plusieurs Olympiades pour tendre vers cela. Et il y a la possibilité pour chaque organisateur, tous les 4 ans, d'ajouter entre 0 et 5 sports en fonction de considérations, on va dire, nationales, locales ou nationales. Ça a été le cas pour les fameux sports que j'évoquais il y a un instant, l'escalade, le surf et autres skateboards. Los Angeles, pour 2028, fera d'autres choix. Et donc, il n'est pas sûr que le surf, pour prendre cet exemple, survive aux Jeux de Taupo. D'accord. Vous vous êtes penché beaucoup et vous avez écrit sur le rapport entre le sport et la géopolitique. Est-ce que, selon vous, le sport et les Jeux Olympiques sont un outil de rapprochement des peuples, on va dire? Est-ce que vous voyez constater réellement un impact sur une amélioration des relations bilatérales ou multilatérales entre pays après des événements, où on peut aussi avoir l'effet inverse, avoir des compétitions qui se passent mal et puis des pays qui se chauffent parce qu'il y a un point d'écart et puis qu'on n'est pas trop d'accord. Comment on rugby, par exemple. Voilà. Comment vous vivez l'Afrique du Sud depuis hier, par exemple? C'est la magie du sport et c'est la magie des Jeux Olympiques en particulier, que d'être à la fois l'occasion d'un formidable rapprochement des nations, des peuples et des athlètes. Il faut voir ce que c'est qu'un village olympique et cette immense fraternité qui traverse ce lieu. Et simultanément, une occasion de tension nationaliste extrêmement forte, et cela depuis toujours. Depuis 1896, Pierre de Coubertin, un peu plus tard, c'était aux Jeux de Paris de 1924, il y a 100 ans, avait même tenté de créer ce qu'il appelait un jury d'honneur, qui ne soit pas un jury portant sur le respect des règlements sportifs, un jury d'honneur pour traiter de toutes les questions qui ne soient pas sportives. Lorsqu'on brûlait, et ça a été le cas, des drapeaux, lorsque on trichait, lorsque des athlètes se battaient en dehors du stade. Donc il a inventé une structure pour régler ces problèmes. Dès le départ, les Jeux Olympiques sont traversés par ces tensions nationalistes. La politique, c'est souvent invité dans les Jeux Olympiques. C'est toujours invité. C'est toujours invité. Il n'y a pas d'exception. On voit par exemple l'exemple avec la Russie, où on va peut-être demander aux athlètes de concourir sans bannière. On le fait pas pour l'Azerbaïdjan, on le fait pas pour le Yémen, et puis on décide de le faire pour la Russie.
Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est l'influence des pays? Dans ce qu'on appelle la diplomatie sportive, il y a différents niveaux de réponse de l'institution face à des situations qui ne sont pas sportives, mais qui débordent sur le fait sportif. Peut-on imaginer un match entre une délégation, une équipe d'Ukrainiens et une équipe russe? Les chances que le match n'aille pas au bout sont immenses. Donc évidemment, le stade ne peut pas rester neutre. Il y a on a beau imaginer que le sport se mette soit à l'abri de toutes les considérations économiques, politiques, religieuses ou autres. Ce n'est tout simplement pas possible et ça ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été. Donc il y a une hiérarchie dans les sanctions. On sait que la sanction suprême qui est le boycott, ça a été tenté en 1980 à Moscou et 4 ans plus tard en réponse à Los Angeles, oui. Avec des effets qui ont été très très forts pour les Jeux Olympiques eux-mêmes, mais qui sur le plan politique n'ont finalement pas pesé grand-chose. Donc aujourd'hui, l'une des réponses qui est utilisée par le CIO, c'est de laisser la possibilité aux athlètes de concourir sous bannière neutre, c'est-à-dire sans drapeau, sans hymne. Donc la sanction est symbolique pour l'État, pour la nation, mais elle permet à des gens qui ne partagent pas forcément l'idéologie de l'État auquel ils appartiennent, de participer à ce pourquoi ils se sont préparés parfois pendant plus de 4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est toute une vie parfois d'athlète qui est balayée parce que l'État est boycotté. Est-ce que les athlètes nord-coréens, par exemple, participent aux Olympiades? Alors actuellement, il y a davantage de délégations qu'il n'y a de pays reconnus par l'ONU. Tous les pays peuvent participer aux Jeux dès lors qu'ils possèdent un comité national olympique, et c'est le cas de la Corée, des deux Corées. Vous expliquiez que le CIO, c'est-à-dire l'échelle internationale, prenait le pas sur l'échelle nationale ou locale. Il y a un débat qui n'a pas encore été ouvert, mais ça devrait pas tarder à mon avis. C'est l'interdiction faite aux femmes voilées d'évoluer dans les clubs sportifs français, alors qu'on va avoir des femmes voilées aux JO. Est-ce que cet effet international peut modifier des politiques locales et nationales? C'est un sujet extrêmement sensible. Moi, j'ai alerté le gouvernement il y a déjà 6 ans sur cette question parce qu'on savait que certaines femmes sportives de haut niveau appartenant à des pays dans lesquels l'islam est la religion quasi imposée souhaitaient, et l'avaient affiché, utiliser les Jeux comme un moment d'exposition politique. En concourant, notamment voilés, et en délivrant un message à caractère politique. Donc cela était problématique, d'abord parce que la visibilité des Jeux est extrême, et que ce message politique pourrait être vu, pourrait être entendu par des milliards de personnes, et d'autre part, il entre directement en conflit avec les règles, la loi sur la laïcité, qui fonde aussi la France. Et l'universalité des Jeux Olympiques. Absolument. Aussi. Sauf que les Jeux Olympiques, c'est pas simplement de l'idéologie, ce sont des hommes et des femmes qui les mettent en musique. Et au sein du CIO, comme au sein de la plupart des fédérations internationales dans chaque discipline, ces hommes et ces femmes ne sont pas d'accord sur ce sujet, ce qui amène certaines fédérations à trancher en faveur de la possibilité pour les femmes voilées de concourir et d'autres fédérations de l'interdire. Mais le CIO n'a pas ses règles propres. Il ne fait qu'utiliser les règlements de chacune des fédérations internationales. Ce qui amène à une situation qui est extrêmement compliquée, puisque pour une même Olympiade, pour une même organisation des Jeux d'été, on pourrait avoir dans certaines disciplines la possibilité à des femmes voilées d'apparaître quand d'autres disciplines l'interdiraient. Tout cela dans un cadre qui est celui de la France, État laïque, qui a fondé depuis 1905 des règles extrêmement strictes qui permettent un vivre ensemble
est très particulier, qui n'est pas forcément reconnu, notamment par les pays anglo-saxons, et tout ça devant 4 milliards de téléspectateurs. On voit combien ce dossier est compliqué et met en difficulté également nos élus, les parlementaires, le Sénat, le gouvernement, parce que pour les Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle la loi olympique, qui fait que pendant cette quinzaine, il existe des éléments juridiques qui prennent le pas sur les lois françaises. Voilà, vous voyez tous les ingrédients donc ce sera les fédérations une par une qui décideront ou non d'envoyer des femmes voilées sans que ni la France ni le CIO puissent dire quoi que ce soit. On peut le résumer ainsi, en faisant abstraction de toutes les pressions d'un côté ou de l'autre qui pourraient faire que cette situation ne se présentera pas. Je le disais, vous avez été délégué interministériel pour les JO entre 2018 et 2022. Vous avez sans doute, j'imagine peut-être, participé à cette réunion, cet entretien où Emmanuel Macron recevait les médaillés de Tokyo, où il avait été un peu sec, il avait été surnommé coach Macron par l'équipe, où il avait donné un nombre de médailles justement en vision des Jeux de Paris. Il s'était fait renvoyer dans les cordes par certains sportifs qui disaient que ça se construisait pas aussi rapidement et que si on voulait vraiment mettre en place une politique sportive, il fallait pas le faire à 2 ou 3 ans des Jeux. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France avec le fait de mettre le sport en dessous des autres matières dans le parcours sportif? On pense aux universités américaines où on sort où on axe les gens très doués sur un sport en mettant peut-être un peu les autres matières de côté. On a l'impression que le sport reste une matière inférieure en France. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça? Dans l'histoire de notre pays, en effet, l'école et le sport ont été 2 univers qui se sont d'abord ignorés, puis ont essayé de co-construire quelque chose qui a été difficile pour plein de raisons, politiques, idéologiques, culturelles, jusqu'à certains moments où le travail de collaboration entre ces 2 univers a été tenté, avec quelques succès, je pense notamment aux années 60, mais globalement, depuis plus d'un siècle, cette coexistence est compliquée. On sait que pour arriver au plus haut niveau, en vue d'un événement particulier comme les Jeux Olympiques, l'éducation du champion nécessite environ 8 ans. C'est pas à l'échelle d'une Olympiade. On est sur une échelle de 2 Olympiades. Et il faudrait évidemment envisager les variations selon les sports à précocité, enfin les sports dans lesquels on arrive à maturité de façon plus précoce, comme la gymnastique par exemple, par rapport à d'autres activités. Mais évidemment, quand on est sur ces échelles de temps, l'école est interpellée. Parce que ça veut dire qu'à 14, 15, 16 ans, l'individu doit déjà être pris en main. Il y a des structures. Il y a des pôles d'excellence, il y a des sections d'excellence sportive. Donc la structure existe. Et très objectivement, la France se situe aujourd'hui entre la 5e et la 7e nation mondiale. En termes de tout sport confondu, en termes de résultats. En termes de résultats, c'est pas si mal que ça. Alors on dira évidemment que la France est aussi la 4e ou la 5e nation sur le plan économique et donc on est moins bon en sport. Mais l'économie n'explique pas tout à elle seule. Et même si on a quelques contre-exemples de nations petites sur le plan économique et qui brillent dans certaines disciplines, quand on cumule l'ensemble des disciplines sportives, la France ne s'en sort finalement pas si mal. Thierry Terret, vice-recteur, mais aussi spécialiste du sport et des JO. C'était passionnant de passer ce moment avec vous. On va boucler la boucle et retourner à Teahupo'o. Qu'est-ce qu'un amoureux du sport, un amoureux des JO comme vous peut dire aux habitants de la presqu'île? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut se réjouir? Qu'est-ce que vous diriez pour pas mettre fin aux polémiques? Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, mais pour essayer de mettre un peu d'enthousiasme dans tout ça. Écoutez, les Jeux Olympiques, c'est évidemment beaucoup d'argent, beaucoup de regards, beaucoup de politique, mais c'est aussi la fête. C'est aussi une fête et une émotion exceptionnelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On peut regarder tous les événements sur Terre. Les Jeux Olympiques ont quelque chose de plus, un peu de magie. Et les habitants de Teahupo'o, ils vont pouvoir vivre au cœur de cette magie. Ils ont une chance absolument exceptionnelle, ils s'en souviendront toute leur vie. Il faut qu'ils profitent de cette fête. Y a-t-il selon vous le moindre risque que les travaux pour la tour des juges puissent impacter la formation de la vague, puisque c'est ce qu'on a entendu
ce week-end. Ça voudrait dire vraiment quand même modifier la géomorphologie des lieux. Est-ce que vraiment l'impact sur les pâtés coralliens risque de peut avoir cette conséquence-là, ou on est dans le fantasme? Écoutez, je ne suis pas ingénieur, mais géopolitiste et historien du sport et des Jeux Olympiques. Ce que je sais, c'est que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024, a fait de ce dossier olympique de l'été 2024 de Paris un modèle du développement durable. Tout a été pensé dans le dossier pour réduire la consommation de carbone. Enfin, c'est vraiment au cœur du dossier de Paris, et je n'ai quand même, enfin, je n'ai aucun doute sur la prise en compte de ce que vous décrivez et sur la réduction du risque sur la lagune de Tioupo. D'accord. Merci beaucoup Thierry Terret d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. Retour sur l'actu, rendez-vous hebdomadaire de La Dépêche de Tahiti. On vous invite bien évidemment à aller sur la page YouTube de La Dépêche. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines mises en ligne. Merci encore Thierry. Merci Damien, à la semaine prochaine. Merci.